La transparence de la gestion du budget de l'État laisse encore à désirer selon certains économistes. Actuellement, les élections communales nécessitent encore 40 milliards d'ariars pour ce faire. D'ici 3 mois, la performance des ministères sera passée au peigne fin. Les changements attendus ne sont pas encore ressentis au niveau de l'opinion publique. Elles souhaitent ardemment l'amélioration de leur quotidien et des prestations des services publics. Et il y a eu encore un nouveau naufrage en Méditerranée d'un bateau transportant plus de 200 migrants. Les autorités maltaises et italiennes ont indiqué avoir secouru 2 autres bateaux en détresse. Un sommet européen extraordinaire est prévu ce jeudi. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour ce journal. Le président Erazon Armapian s'envolera donc pour l'Indonésie en début de semaine où il participera à une réunion entre les pays d'Afrique et d'Asie. La délégation comporte 40 personnalités et les dépenses sont conséquentes, 490$ par nuitée pour la suite présidentielle et 250$ par nuitée pour les membres de la délégation. C'est un reportage de Michel Arnarzon. Quand l'administration du budget de l'État jouera-t-elle la transparence? Jusqu'ici, seul le budget brut utilisé par l'État pour cette année est inscrit dans la loi de finances, un budget non détaillé. Il est alors difficile de ne pas se poser de questions par rapport aux dépenses de la délégation du président de la République pour l'Indonésie. 11 personnes peuvent assister au sommet de Bandung alors que la délégation du président de la République est au nombre de 40. D'après les informations reçues, l'allocation de la suite présidentielle par nuitée est de 490$ et 250$ pour les membres de la délégation. Leurs dépenses en hôtel valent alors jusqu'à 45 000$ à part les autres dépenses. D'après Radra Toupson, économiste, de tels voyages présidentiels devraient apporter nombreux avantages pour le pays, notamment sur le plan économique. L'on attend alors les retombées du déplacement en Indonésie. Jusqu'ici, après plusieurs voyages du président de la République à l'étranger, les robinets des investisseurs étrangers restent toujours fermés. Madagascar est toujours dans la liste B et l'État a encore besoin de 40 milliards d'ariars pour la préparation des élections communales. Ce voyage est-il vraiment indispensable? La transparence de la gestion du budget de l'État laisse encore à désirer selon certains économistes. Aucun rapport n'a été publié sur les finances publiques et voilà actuellement les élections communales nécessitent encore 40 milliards d'ariars. Pour ce faire, la préparation des élections ne devrait donc pas être précipitée et d'après le groupe d'experts nationaux. Et Gégina Lavage. La tenue des élections communales pour cette année est encore improbable. Mis à part les préparatifs au niveau de la Sénite, le financement reste encore un problème majeur. Pour un coût total de 60 milliards d'ariars, l'État ne dispose que 20 milliards d'ariars. Selon Bruno Rakoutoarsan, spécialiste du groupe d'experts nationaux, les élections devraient être reportées. Après la proclamation des résultats des élections présidentielles législatives, il y a à peu près 1 an et quelques mois, et que la Sénite et l'État doivent se concerter ensemble pour voir vraiment et finaliser le budget nécessaire qui devrait être alloué au financement du projet électoral et qui doit être inscrit au niveau des lois de finances 2015. 1 an et 4 mois du régime Radon Armapian, la loi de finances a été renouvelée 2 fois de suite. Cependant, le budget pour les élections communales n'y figure pas. La question se pose, pourquoi les bailleurs de fonds n'ont pas confiance au régime actuel? Les actuels dirigeants ne disposent pas des expériences requises selon l'économiste Roger Alsan. On dit toujours que la préparation d'une élection ne doit pas être faite à la légère, mais plutôt bien réfléchie, voir si la Sénite actuelle peut encore jouer ce rôle-là, ou bien il faudra changer l'équipe, aussi trouver aussi des ressources financières qui pourront aussi bouleverser le déroulement de ces élections. Donc,
Personnellement, je crois que beaucoup de choses restent à faire et ça, c'est le rôle dévolu au gouvernement. À titre de rappel, une rencontre de la CENIT avec les bailleurs s'est tenue la semaine dernière pour la mise en place d'un comité de pilotage qui sera chargé d'évaluer les dépenses pour la tenue des élections. Jour J, moins 90, d'ici 3 mois, la performance des ministères sera passée au peigne fin. Les changements attendus ne sont pas encore ressentis au niveau de l'opinion publique. Toutefois, elles souhaitent ardemment l'amélioration de leur quotidien et des prestations des services publics. La qualité de service auprès des administrations publiques telles que la justice, les hôpitaux est sur le collimateur. Olivier Chignal. Le 10 avril dernier, le général Ralal Laroger a annoncé une durée de 100 jours pour évaluer les 31 ministères du gouvernement. Depuis, la course vers la culture de l'excellence est enclenchée au niveau de l'exécutif. 10 jours sont écoulés depuis. Dans 90 jours exactement, la performance des ministères sera évaluée. Les yeux des citoyens lambda sont braqués sur l'équipe du Premier ministre Jean Ravel-Narivou. Ils attendent des changements palpables sur leurs conditions de vie. La hausse des médicaments, le soin payant auprès des hôpitaux publics, la lenteur du traitement des dossiers auprès du tribunal comptent parmi leurs principales préoccupations. D'autres sollicitent à ce que le prix du kilo du riz soit fixé à 1000 arrières. Si tous les ministères se trouvent actuellement sur le collimateur, qu'en est-il des directives lancées par le chef du gouvernement lors de sa nomination? Les performances du Premier ministre Jean Ravel-Narivou feront-ils également l'objet d'une évaluation? Dans ses déclarations ultérieures, il a mis en exergue la fin de la gabegie au niveau de l'administration publique et l'acidité des agents de l'État. Un projet de mise en place de pointage électronique et le port de badge obligatoire a été annoncé à la grande pompe. À quel stade se situe actuellement ce projet? 3 mois après cette déclaration, aucun ministère ne dispose jusqu'ici de ce moyen de contrôle. Et puis la société étrangère qui gagnera l'offre de réhabilitation des aéroports d'Ivat et de Nousbé sera connue vers la fin de ce mois. 4 sociétés sont en concurrence, dont l'AFEC et l'aéroport de Paris, qui sont les principaux investisseurs en rivalité. Jusqu'ici, la manifestation des employés de l'ADEMA contre cette mise en concession reste en suspens. Lily Rabiat. L'étude des dossiers qui ont répondu à l'appel d'offres de la réhabilitation de l'aéroport d'Ivat et de celui de Nousbé est en cours actuellement. 4 sociétés étrangères ont répondu à l'appel. Le nombre de la société qui aura ce marché est attendu pour la fin de ce mois-ci. Les employés de l'ADEMA, de leur côté, ont tenu une réunion sur la suite de leur manifestation. Par ailleurs, l'aéroport d'Ivat et de Nousbé reçoivent respectivement 800 000 et 132 000 passagers par an. Ces chiffres assurent 90% du chiffre d'affaires de l'ADEMA. La réhabilitation et les grands travaux de ces 2 aéroports nécessitent environ 1,7 milliard d'ariars pour atteindre les normes internationales, une somme dont la société ADEMA ne dispose pas. L'étude demande un certain nombre de critères, par exemple le taux de redevance. Par exemple, le montant d'investissement à injecter dans les aéroports. Et puis, le type de partenariat. Quel genre de partenariat à faire avec ADEMA. Voilà où nous en sommes. Nous saurons le résultat après ces études, sûrement vers la fin du mois. Des sociétés françaises et chinoises figurent parmi les investisseurs intéressés. D'après les explications du ministre du Tourisme, du Transport et de la Météorologie, la société ADEMA n'est pas en mesure d'effectuer des travaux faute de financement. À titre de rappel, l'ADEMA ne prélève qu'une taxe de $6 pour les vols nationaux contre $34 pour les sociétés étrangères. $7 pour les vols internationaux contre $34 pour les sociétés étrangères.
35% du budget d'édition sont affectés au paiement des taxes et impôts. Le coût des matières premières reste hors de portée pour la plupart des écrivains. À Madagascar, les livres de seconde main sont les plus courus. L'e-book, le livre numérique, n'accapare pas encore une part de marché. Michael Ramarla. La littérature n'a pas encore sa place à Madagascar. On ne peut vivre uniquement de la plume dans la grande île. 90% des matières premières requises sont importées. Bien que les écrivains soient talentueux, ils font face à l'explosion du prix des matières premières. Le papier et l'encre coûtent très cher. Alors, à mon avis, pour Madagascar, l'Internet n'est pas encore une vraie menace. La menace pour Madagascar, c'est le pouvoir d'achat et c'est le livre qui n'arrive pas dans les mains des enfants. Pour le moment, Internet n'est pas encore bien vulgarisé dans toute l'île, puisqu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'électricité. Et donc le livre papier est encore privilégié. La foire des livres a débuté aujourd'hui. De nombreux ouvrages didactiques, littéraires, voire religieux, y sont exposés. 50 000 livres sont proposés à la vente. En dépit de l'évolution de la technologie, l'e-book, le livre numérique, est inaccessible. Il n'attire pas encore les consommateurs. Et voilà, nous passons aux actualités internationales. Malte et l'Italie se sont portés au secours ce lundi de 2 bateaux de migrants en détresse en Méditerranée. C'est ce qu'a annoncé le président du Conseil italien, Matteo Renzi. L'un de ces navires est un canot gonflable qui se trouve à une 50aine de kilomètres des côtes libyennes avec 100 à 150 personnes à bord. L'autre est une embarcation plus vaste avec environ 300 personnes à bord. C'est un reportage de France 24. Sur ce radeau de fortune ou sur des planches de bois, ces migrants s'agrippent comme ils peuvent pour rester à flot. C'est tout ce qu'il reste du voilier sur lequel ils avaient embarqué et qui s'est échoué à Rhodes, sur les côtes grecques. Plusieurs migrants ont péri et plus de 90 occupants ont été secourus. Ici à Malte, 24 corps sont évacués un par les gardes-côtes italiens. Un travail macabre sous les yeux des 28 survivants de ce naufrage, intervenu dans la nuit de samedi à dimanche au large de la Libye. Les autorités maltaises et italiennes craignent un bilan de 900 morts. Le fait qu'il y ait une escalade de ces voyages vers la mort est un signe que nous sommes face à une organisation criminelle qui fait beaucoup d'argent, mais qui ruine aussi beaucoup de vies humaines. Les rescapés sont acheminés vers Catane en Sicile. Auprès d'eux, l'Organisation internationale pour les migrants tente de recueillir des témoignages pour établir le nombre de personnes présentes sur les navires. La plupart d'entre eux décrivent des conditions inhumaines. C'est un véritable enfer partout en Libye. Les trafiquants nous traitent comme des animaux. Même si tu ne veux pas y aller, tu vas monter. Quand tu as une arme pointée sur toi, est-ce que tu montes sur le bateau? Eh bien oui, tu montes. L'OIM a aussi annoncé avoir prévenu les gardes-côtes après la réception d'un appel de détresse d'une personne disant être sur un bateau en train de couler avec près de 300 migrants à son bord. Dans le reste de l'actualité ce soir, en sommant les étrangers de quitter le pays, Goodwill Zwelithini, le roi de la nation zoulou, a mis le feu aux poudres. Décidément, il a bien du mal à se faire comprendre de la presse. À en croire le journal local le 21 mars, lors de festivités en l'honneur donc de la régénération morale de son peuple, Goodwill Zwelithini, actuellement 66 ans, avait intimé aux étrangers de faire leurs valises et de partir. Depuis, il a démenti ses propos. Mais voilà, c'est trop tard. France 24. Le roi Goodwill Zwelithini est formel. Ses propos ont été déformés par les médias. Jamais il n'a encouragé ses sujets zoulous à mener des attaques contre les étrangers. Cette violence envers nos frères et sœurs est une honte. Tous les gens qui m'écoutaient à Pongolo comprennent bien le zoulou. On a donné au public une version déformée et mal interprétée de mon discours. C'était le 20 mars dernier, à Pongolo, dans la province du KwaZulu-Natal, une région à forte population zoulou. Goodwill Zwelithini aurait alors appelé les étrangers à faire leurs bagages et quitter le pays. 10 jours plus tard, les premières attaques ont lieu contre des commerçants étrangers de Durban. Les violences s'étendent ensuite à Johannesburg, faisant au moins 7 morts et des milliers de déplacés en moins de 2 semaines.
Nous tenons à réitérer que le gouvernement sud-africain condamne tous les actes de violence et de pillage qui ont été observés dans les provinces du KwaZulu-Natal et du Gauteng ces semaines passées. Nous condamnons les mutilations et les meurtres de nos frères et sœurs originaires d'autres pays du continent africain. Les exactions contre les Africains étrangers sont fréquentes dans le pays. En 2008, une explosion de violence avait fait 62 morts. Depuis, les émigrés venus principalement de Somalie et d'Éthiopie restent la cible d'attaques sporadiques. C'est le moment du rappel des grands points de ce journal. Le président Eradonna Mapian s'envolera donc pour l'Indonésie en début de semaine où il participera à une réunion entre les pays d'Afrique et d'Asie. La délégation comporte 40 personnalités. La transparence de la gestion du budget de l'État laisse encore à désirer selon certains économistes. Aucun rapport n'a été publié sur les finances publiques et voilà, à ce jour, les élections communales requièrent encore 40 milliards d'arrières. Et enfin, la société étrangère qui gagnera l'offre de réhabilitation des aéroports d'Ivat et de Nousbé sera connue vers la fin de ce mois. Jusqu'ici, la manifestation des employés de l'ADEMA contre cette mise en concession reste en suspens. Voilà pour ce point de l'actualité ce lundi. Merci d'être resté avec nous. Et voilà, on se retrouve demain, toujours à partir de 21h15 sur Cool TV. Passez une belle soirée et à demain.